Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle matinale organisée par Finance Innovation en partenariat avec Pledge. Et merci à nos publics présents sur place et en ligne. Et bien sûr, merci beaucoup à nos speakers, à nos panélistes. Et avant de passer la parole pour la présentation de l'étude de cette matinale sur le futur du paiement en Europe, et puis pour la table ronde, juste un mot sur Finance Innovation et nos activités. Nous sommes le hub de l'innovation dans la finance, y compris l'immobilier. Notre rôle, c'est la création des synergies entre les grands groupes de la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, l'immobilier et les startups de la fintech, l'insurtech, l'emtech, proptech, et bien sûr la création des liens avec les investisseurs, les VC, CVC, les académiques, les cabinets de conseil. Si vous avez des questions sur nos activités, je vous invite à venir me voir juste après la conférence et on sera ravis d'en discuter. Maintenant, comme je le disais, notre sujet aujourd'hui, c'est le futur des paiements en Europe. Et merci à nos panélistes et je passe la parole à Sophia pour la présentation de cette white paper. Merci José. Bonjour à tous, merci à tous d'être parmi nous à cette matinale autour du paiement. Je m'appelle Sophia Almrabé, je suis avocate spécialisée en FinTech et j'ai coécrit avec mes confrères espagnols, italiens et portugais un livre blanc sur la perspective européenne dans la réglementation et l'innovation. Alors le but de ce livre blanc était double. D'abord, d'essayer de comprendre comment est-ce que les spécificités réglementaires ont façonné le marché FinTech localement et ensuite d'essayer de comprendre les implications de toutes ces nouvelles réglementations qui vont arriver bientôt et également des nouvelles technologies qu'on va intégrer dans toute cette chaîne de paiement. Donc, par exemple, en France, dès 2015, le régulateur, la CPR, a pris une position qui a été ensuite suivie par l'EBA, donc le European Banking Authority. Donc, ce n'a pas été le contraire, hein, c'est d'abord la CPR et ensuite l'EBA, qui a parlé notamment de la collecte de fonds pour compte de tiers et donc qui a pris position pour dire que cette collecte de fonds pour compte de tiers, c'est finalement la fourniture de plusieurs services de paiement. Donc, on va avoir des plateformes qui, par essence, collectent des fonds pour compte de tiers, donc des marketplaces, typiquement, qui vont se retrouver à fournir des services de paiement. Et donc, la conséquence directe, c'est d'aller chercher une licence de PSP, donc prestataire de services de paiement, ou d'agent. Ça a beaucoup façonné, pour le coup, l'écosystème FinTech en France. On a des BaaS modèles, donc Banking as a Service, qui ont émergé. On a des gros champions comme Trésor, comme Xpolens. On a Lemonway également qui en tout cas ce business model et qui ont tous énormément d'agents. Donc en fait, le but de ces BaaS modèles, c'est de fournir pour le compte de ces agents ces services de paiement. Donc avec un API et une structure plus ou moins intégrée. Donc cet écosystème en France a beaucoup été façonné par la position du régulateur. Pareil pour l'open banking, on a des gros champions également en France, comme Banking et autres. Et donc, cet open banking qui a été développé par cette ouverture des API de nos banques. Là où ça a été très différent dans d'autres pays, on va en parler au Portugal, on va en parler notamment en Italie, où l'open banking est très différent, marche beaucoup moins, mais pour des questions également de monopole des banques. Donc, vraiment, ce livre blanc, c'était pour donner à ces fintechs un peu la température de ce qui se passe localement et comment est-ce que ces fintechs qui veulent passeporter peuvent avoir un insight sur ces marchés locaux. Donc, je vais passer la parole à Sergio qui a écrit la partie italienne. Donc, moi, je joue à domicile, donc j'ai parlé en français. Mes co-auteurs vont parler en anglais. Oui, bonjour à tous. Merci Sophia. Oui, non, mais en tout cas, moi aussi, je vais parler en anglais pour mes confrères aussi qui viennent d'autres juridictions. Et so what I would like to discuss about today as regards to the white paper that I had the chance to work on, thanks to Sophia and with my colleagues. As Sophia has just explained, this was to give you an insight of what we believe
the main features in our jurisdictions are. And the main goal and the main reason why we decided to work on this white paper is because we have every day more and more clients interested in passporting their services in the European Union market. And what we see is that, of course, even though the regulation and the legislation on the PSD2 and payment services and digital innovation comes from Europe and should be similar in all countries, of course, there are specificities in all different jurisdictions. And the main specificities as regards Italy and the ones that we briefly described also in the white paper, mainly regard, as a matter of fact, the distribution of payment services and e-money services. And as a matter of fact, when we talk about agents and distributors in Italy, there are specific registration obligations and also obligations in order to educate, let's say, the agents and distributors, because of course, as Sophia was saying, this is a since digital innovation and payments are on a daily basis, I'd say fundamental nowadays, especially digitally, many people either decide to either get an authorization to operate directly as a PSP, but of course it is way more burdensome. And so another option is to be an agent of third parties, of third licensed entities. And in that case, they are not from the payment sector, but they need to quickly learn how to proceed. And on this, even the supervisory authorities are very strict. We know and deal with cases on a daily basis where, of course, the Bank of Italy has to verify whether the main obligations in Italy are respected, are complied with. And since there are many specificities, foreign operators do not always know them and risk getting sanctioned. But thank God we can help them and assist them. And we have a privileged vision of the market as lawyers because we can see how it evolves and how the exemptions work and how they are accepted by the supervisory authorities. And so what this white paper is about, as Sophia was saying, is about the main specificities, how we can address them, and the main characteristics of our own markets, especially in consideration of the fact that passporting and the distribution throughout the whole European Union is becoming a thing widely spread. And here we are to assist our clients. I leave it to Miguel from Spain. Merci. Je suis désolé parce que je ne parle pas français. First thing I would like to say is thank you to Sophia for organizing all this event. Thank you to all of you for coming and dedicating your time to this moment where we can show these small differences between these countries. And I would like just to give you a few ideas about how Spain could be, I don't know if to say classified, but basically the main idea is that Spanish supervisors have always been really conservative, right? So in the past, this took to a situation where when the Spanish supervisors were implementing European Union directive, they were too strict. And the consequence was that all Spanish entities in some occasions were in a worse situation than other European Union financial institutions. So when these other financial institutions came to Spain, they were in a better position. So they spoke about this in the market a lot. And I would say that during last 10, 15 years, the Spanish supervisor is really strict in implementing the European Union directives in a way that a Spanish institution can never be in a worse position. So this is something that, of course, began with brokers, dealers, banks, but now e-money institutions, payment institutions, and crypto entities are benefited of this situation because
the regulation is always implemented in a way that they could never lose a right in comparison with other financial institutions. With regard to the open banking and particularly account information and payment initiation, I would like to say that the sector decided that RedSys is a company that processes card transactions. So they delegated in RedSys creating a protocol to connect with banks. So the good thing is that if you're in Spain, the protocol for every single bank is exactly the same, which really facilitates very much this payment initiation and account information. The bad news is that this protocol is really strict, so to get there, you really have to work hard, right? Particularly, there is a case of this company called Fintonic. Fintonic started in 2012, and of course, they started with this screen scrapping, right? Before all the regulation. Now, of course, they are adapted and they communicate with all the banks, but they have 700,000 users. So I would say that this is a service that is basically normal to have in Spain. There are also like 6-7 companies providing payment initiation services, but I would have to say that population is not really used to use this kind of service, but still, I mean, they will probably grow in the following years. There is another point interesting about Spain, which is Bizum. Bizum is a company that was created by most of the banks. So they created this protocol by which every bank provides you the application so you can pay with your phone to any of your friends or family. And just if you have the contact number in your mobile phone, you can pay up to 500 euros a day. But the penetration of this service is like 80% in Spain. Even my mother is 84 years old, she would use it. I mean, she's used to, when she goes with friends for lunch or whatever, she make payments or receive payments. So this is something really good. And even with the last modification with regard to not charging more for SEPA Instant, now banks are not even asking you if you want to make a SEPA regular transaction or a SEPA Instant. They directly provide you SEPA Instant, which is pretty good, I mean, at least for consumers, right? And it's free. And last thing I wanted to comment is about Iberpay. Iberpay is the Spanish settlement system for direct debits and transfers. At the beginning, with PSD2, there was a provision that allowed countries to block this settlement system to some entities. So in Spain, this is what they did. The settlement system is only for banks. So it was really difficult to compete for other fintechs. So they had to go to Centralink in Lithuania or some other places. Then in 2020, they allowed fintechs to be represented before Iberpay. So if there was a bank that represented you, you could operate directly in Centralink. And there was a bank called Inversys that accepted to represent several fintechs. So it was interesting seeing that there were already some fintech companies, e-money companies or payment institutions already operating in Iberpay. And last year, we have the last change, which is now you don't even have to be represented. So you have the right to access to Iberpay directly. So I believe the future will be a level field for everyone. And we hope that this helps to develop the fintech market in Spain. Thank you very much. Bonjour à tous. This is the only French that I can properly say today, because so sorry about that. But yeah, like Sophia said, I was responsible together with my colleague Anna for the Portuguese section of the white paper. And our main focus was really to discuss about the challenges that a typical fintech entity faces when trying to get into the Portuguese payment system. So
I would highlight three main areas of concern, let's say, or three main challenges that usually fintech faces in Portugal. The first one is the nature of the Portuguese payment system. So we have a strong payment system that is managed by CIBS, and CIBS is a company that actually is owned by the major Portuguese banks. So as you can imagine, this creates a lot of bad incentives in terms of facilitating the access to the payment system by new players entering into the Portuguese market. So usually it involves a lot of work and a lot of time to be able to meet all the requirements that CIBS raises in order to get access to that payment system that is basically used by everyone, including consumers, companies, and even for payments to the Portuguese state for taxes, social security. So in practical terms, you need to obtain access to CIBS, Multibanco, and MBWay in order to be able to provide services to your clients in Portugal. And a similar issue is also faced in relation to the Portuguese interbank clearing system that is managed by the Bank of Portugal, but a new entity that is not a Portuguese bank, basically they need the intermediation of a Portuguese bank in order to obtain direct access to that interbank clearing system. So this is maybe the biggest challenge that usually a fintech entity faces in Portugal. So for example, Revolut is big in Portuguese market. I think it's in terms of number of clients is already the third biggest bank in Portugal. But like only last week, after more than a year, they were able, with all Revolut is quite big now in the Eurozone. So only, I think last week they are able to offer, for example, Portuguese IBANs to Portuguese customers. So as you can imagine, this is much more difficult for a smaller European firm coming into Portugal, or even more difficult for a Portuguese native payment institution or IMANA institution created from scratch in Portugal. And the second main challenge is basically connected with market practice of Portuguese banks. So bundling is really well-known and a market practice that is actually applied by the Portuguese bank. So in practical terms, this means that if you want to apply for a term deposit, if you want to open an investment account, if you want a mortgage credit or a personal loan, Portuguese banks require you to open also a current account with them. So basically, for example, if I have a mortgage loan with one bank, an investment account with other bank because commissions are lower, for example, or the platform is better, and I also have a credit card or a personal loan from a third bank, it means that I need to maintain 3 current accounts, which none of them. So my incentive to open a 4th account with a new player, the product can be quite good, but I already have 3 of them, right? So this is also something quite big in Portugal, and this has been highlighted by the Portuguese Competition Authority. The third one, I think it's common to all of the European jurisdictions and certainly all our 4 jurisdictions, is all the investment that is required to comply with all the regulatory requirements and Bank of Portugal regulators guidelines and practice. So if you want to open a payment institution in Portugal with a business plan that, of course, from the first year or second year is still not profitable, you need to put a lot of investment in order to create the team and have the resources which are necessary to comply with all the regulatory requirements. From DORA, for example, at least in Portugal, the level of investment required to comply with DORA is huge for a smaller firm. So I think the good news is that both the Bank of Portugal, but most importantly, the Competition Authority is looking into it. The Competition Authority has already, for example, fined the CIBS, the Portuguese entity managing the Portuguese payment system. So there is a lot of movement in the Portuguese ecosystem trying to break these barriers. But as of today, I would say that fintech investment comes from M&A acquisitions of Portuguese targets by non-EU investors. We have some of them happening right now. And of course, the main struggle there is the process of approval, the regulatory approvals from the Bank of Portugal. It can take like around 1 year or 2. For example, we are with a Chinese fintech purchasing a Portuguese bank.
and it's taking more than 2 years now to get the approval from the Bank of Portugal. So it takes a lot of time. But of course, the other option are branches of fintech, neobanks, or e-money institutions opening in Portugal, and there is a huge movement of, I mentioned Revolut, but we have several other cases of fintech entities opening branches in Portugal, because there is a lot of space for competition if you are able to get into the payment system. And the third is the Portuguese banks are traditional, but somehow they are trying to digitalize. So there are a lot of like joint ventures with incumbent banks and IT providers or smaller fintechs in order to offer to new products and solutions to Portuguese customers. But apart from that, this is the general overview about the Portuguese market as of today. Thank you very much, André. And je vais la faire en anglais pour que mes co-auteurs puissent comprendre. One of the main, I mean, payment is in the center of the discussion for one reason, and not the only one, but for sovereignty. So we are talking a lot about sovereignty. We all heard about PIX and what happened in Brazil and how they could defy card scheme, Visa, MasterCard, and how it infuriates Donald Trump, for example. So the thing is that how us as European, we could try to find European initiatives like Wero and other initiatives in order to kind of take back that sovereignty when it comes to payments. So we've talked about the Euro Digital. We've talked about how Euro stablecoin could, for example, do it. But if it's owned by private and by American companies, it's going to be very difficult to talk about sovereignty. And we've talked about other regulation and how we can shape our ecosystem. We've talked about PSD3, and if André wants to talk a bit about PSD3, and FIDA, not FIDA. So we are still not. I mean, we still don't know if it will be FIDA or not FIDA. But there is a lot as European, a lot of innovative regulation that will come in 2026 and 2027, and it will definitely reshape the ecosystem, the payment ecosystem. And the goal was to give you kind of a photo of what has been done with PSD2 and how we think that the market will react with the other regulation. Thanks again to our panelists for this beautiful presentation. If you have any question, si vous avez des questions en français ou en anglais, n'hésitez pas. You talked a lot about sovereignty, and we professionals believe in it, but do customers really care about it? Do we have data that shows that a Spanish guy, a French guy, wakes up and saying, "Oh my God, I'm using a Visa card, my life is threatened"? Okay, that's a very good question. I think that it's better and better. I don't think that everyone will say that they want a sovereign initiative or they want to use Wero, for example. But I think that if you can give them an alternative, a good alternative, they will definitely use the European alternative than the other one. The only thing is that we need to build a better initiative. I mean, a better operational system that will effectively compete with the American one. Thank you. Just one small thing. I'm not here to talk about politics, but if we talk about sovereignty, of course it is. It is a big issue. I'd call it like that right now. But regarding your question, do customers care about that? Definitely not. I mean, mostly they don't even know what that means. But that's also why we need to educate them. And also, why do I say that? Because regulation,
are meant to educate financial institutions and ultimately the customers. And what we do on a daily basis, of course, is assist our clients in, for instance, drafting internal policies, TNCs that have to comply with the regulations that are based on transparency obligations, for instance, vis-a-vis the clients, on implementing anti-fraud, for instance, risks and policies. And that is all for the benefit of all of us when we are consumers, when we are customers, right? So most of the customers didn't even know what sovereignty or what the use of certain stable coins mean. But what we also wanted to convey with this white paper, when we talked about the innovations in all our countries and in the Eurozone in general, is also that, for instance, even the new regulations on MiCA, stable coins, or the digital euro, or the initiatives that Sofia was mentioning, they're all meant to regain some power also at the European Union level in order to be more competitive with third countries, as for instance the United States, and to also maintain the current power of the euro when we travel and worldwide and in our own homes for the benefit of our country. So I would just add one thing, that I'm sure that some typical customers will care about those issues. They want to have, if they want to use the digital or stable coin, they want something pegged with euro as a currency. But what I fear being established here in Europe is that, I mean, maybe we will see projects of tokenization of assets in the future, for example, tokenization of real world assets. And my fear is that we in Europe will have no option other than using the stable coins denominated at USD, right? Because I think that USD now, there are around 75 billion in circulation, I think. And in Europe is less than 1 billion, much less than 1 billion actually. So for example, if you have, in Portugal, I think that within the next 1, 2, 3 years, because of the status of our real estate market, there will be investment in projects of tokenization of real estate assets. That will happen in Portugal. But of course, you will need a stable coin to make it work. And you need a stable coin that will ensure a certain degree of liquidity, right? So you need to use the USD ones. So maybe in Europe, we can stay behind, of course, and completely be a part of these tokenization projects. But if the technology works in Europe and is compliant, of course, with the laws of each state, but if you want to have a currency, a stable coin that is programmable on chain, I think we'll be required to use the USD ones. Yes, Christophe Mariette from Lyra. In France, we are pushing Wero, and this is quite interesting because with the 3 nations, Portugal, Spain, and Italy, on your side, you are pushing EMPSA in doing an association between Bizum, Bancontact, and MBWay. So what is your vision of Wero? And how can we try to do something together if countries are going, I mean, in Europe, going in different ways? What are your vision of Wero? And also, for example, Wero and Bizum are more account to account. MBWay is more a card scheme. So how are you going to do these things together? Vast question. I have just a brief comment. I think the channel is not that important because actually you can also even do transfers through your card, or payment initiation is like a transfer the other way around. But of course, I think it would be great to have like more synergies for this kind of initiative, because
I believe you will agree that in the European Union we have a problem. This problem can be summarized with a sentence that is very popular and you probably know. Is the Americans innovate, Chinese copy, Europeans regulate. This is something that many people says, right? So in my opinion, for these projects, for many other things that we can do, we would need like a more leveraged parts of innovation, copying with things that have already been done. And of course, regulation. I don't say regulation is wrong. I think in that sentence, Europeans regulate. At the end of the day, the other copy our regulations because they are good. But we have too much regulation and not that much innovation and copying, which is something also necessary for the future of a market as dynamic as financial markets are. Actually, I've heard some weeks ago a comment from a member of the European Commission. I don't remember the name, but I think it's better that I don't mention the name. And the discussion was around that. It was around the fact that we in Europe, we regulate before even the first projects launch, like in the AI, right? And he said something great. It was, yeah, but we in Europe, we can sell regulatory know-how to other countries. And that's a beautiful concept. We don't have the technology itself here, but you can sell regulatory know-how. Est-ce qu'il y a une dernière question? In Europe, aren't we running the risk of running after digital euro, which is taking significant energy, time for the central bank to push it and for the commercial bank to push against it? And that with a 2029 horizon, with $1 trillion of investments, and miss the opportunity of the euro stablecoin. Aren't we chasing the wrong rabbit while missing the opportunity of the right one being in the real estate and any other businesses? Definitely, yeah, definitely. I mean, I think that the Euro Digital, there's a lot of effort, a lot of, people involved. But the Euro Digital is like, I think the best analogy that I can create is like really upgrading your iPhone. So it's still the same iPhone, but it's a new iOS, it's safer, maybe more efficient, cheaper, but it's still the same concepts that are being used, right? So I think we will not be able to use the Euro Digital in a programmable smart contract that is on-chain to enable tokenization projects. We'll not be able to do it. So I think it's like, okay, Euro Digital can be good for the traditional payment infrastructure, but it still is the traditional payment infrastructure. So just a last comment. Before working at Page Avocat, I was the head of legal of LUG. I don't know if you heard about LUG, but it was the first French stablecoin. It's very, very difficult to find a business model for a euro stablecoin. Very difficult. Making money with the euro stablecoin is impossible because you can't give yield. You take the money from the consumer and you put the money in the bank account to peg it, and that's it. So if you have interest, if you can make interest on the reserve bank account, great, but it won't give you a business model. It doesn't work like that. When stablecoin in the US, you can give yield, you can do pretty much, it's the Far West, so you can do pretty much whatever you want. I'm not saying that we need to do that, but for a euro stablecoin and for it to have a huge market cap, USDC, it's 75 billion, Euro C is 250 million. That's it. It's not even 1% of what is USDC. So I don't think that you can find, you can't find a business model with the euro stablecoin with MiCA, to be very fair. And here you are, the QR code. If you want to go deeper in this white paper, do not hesitate to download it. Thanks again to our speakers. On va continuer avec la table ronde. Merci encore. Thank you.
notre table ronde a comme sujet paiement en mutation de la réglementation DSP3 aux agents IA. J'invite à nous joindre sur scène Jérémy Atoui, Christophe et Mariette, Emmanuel Papadacci. Et je passe la parole à Sophia pour l'animer. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour cette table ronde. Donc, on a la chance d'avoir Emmanuel, donc, qui est maire du village Baïséa. On va le laisser présenter peut-être le village qui est une pépinière du Crédit Agricole et qui se trouve d'ailleurs dans plusieurs villes d'Europe. On a Christophe Mariette qui est dirigeant commercial chez Lyra, qui est un acteur majeur du paiement, et Jérémy Atuil qui est CEO de Libéo, plateforme innovante de paiement interentreprise. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Emmanuel, quand on parle de paiement augmenté par l'IA, voire d'agents IA capables d'agir de manière autonome pour le compte d'un utilisateur, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je vais rétablir un peu le village. Donc, le village, aujourd'hui, c'est le plus grand accélérateur de start-up en Europe. Parce qu'en fait, on accompagne 1000 startups en continu en France et à l'étranger. Et par ailleurs, je suis aussi vice-président de l'Observatoire de la FinTech. Donc, c'est vrai que le sujet me parle. Parce que alors moi, je dirige que l'entité parisienne. C'est déjà que, entre guillemets, 180 startups. Mais il se trouve que sur les 180, les 2 tiers sont des startups IA et data parce qu'il se passe un phénomène assez incroyable aujourd'hui en data et en IA à Paris. Et j'aurais juste le signaler quand même, parce qu'il est de bon ton de critiquer la France, ça va pas, rien ne va, etc. Bon, Paris, c'est la 4e ville dans le monde la plus dynamique sur les startups. Et ça, on le doit beaucoup à la data et à l'IA et à la FinTech. Et merci au pôle pour son intervention. Voilà, petite parenthèse, mais donc je vous dis ça, c'est pas pour vendre le village ou Paris. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui savent le faire, mais c'est pour juste illustrer mon propos derrière. Donc en fait, sur le sujet en question, moi je suis dedans à fond. Pourquoi? Parce que j'ai 25 fintech, donc que j'accompagne tous les jours. Donc, je rentre dans le cerveau des entrepreneurs. J'essaie de comprendre leurs défauts, leurs améliorations. Et nous, on fait vraiment du sparring partnering. C'est-à-dire qu'en fait, on est des conseillers stratégiques avec eux. Et je fais pareil avec toute la horde d'entrepreneurs de l'IA. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans un accélérateur, souvent, en fait, on essaye d'hybrider des startups avec le monde établi. Grandes entreprises, associations, collectivités publiques, etc. Et là, en fait, la FinTech, il y a une petite dizaine d'années, devient une sorte de vieux monde, percuté par le nouveau monde de l'IA. Et donc, je ne sais plus qui est vieux, qui est jeune. En tout cas, c'est assez marrant de voir que des réflexes que j'avais normalement avec des grands groupes vs des startups, je l'ai maintenant avec des très, très belles scale-up du paiement. Voilà, des PSP, etc., avec ce monde de l'IA. Et je tiens à dire que propos un peu peut-être qui peut gratter, je ne pense pas que les startups en France soient mieux préparées à l'IA que les grands groupes. Moi, j'ai beaucoup de clients grands groupes qui viennent aussi. On a une grosse activité conseil auprès des grands groupes de tout secteur d'activité. Je pense que la logique algorithmique de l'IA, en fait, percute vraiment l'écosystème FinTech et paiement, en sachant que jusqu'à maintenant, il était cantonné dans des sociétés spécialisées qui étaient les seuls à comprendre ce que c'était. Donc, BNPL, société dédiée à l'identification de la fraude, du KYC, etc. Mais c'était des petits ghettos, entre guillemets, mal compris des autres FinTech paiement. Et en fait, les enjeux, finalement, c'est le même enjeu que n'importe quelle entreprise qui voit le modèle agent arriver. C'est que c'est la capacité à pouvoir réduire de 50 à 70% les coûts des opérations. Et quand on fait du paiement, et que le business se joue, tu parlais de Luc tout à l'heure, là, qu'on a un peu côtoyé tous les deux, ça se joue, enfin, c'est un business, un modèle économique au centime près. Quand on parle de réduire les coûts des ops 70%, c'est quand même intéressant. Et en fait, on est face à la même difficulté que les ops de SNCF, de Renault ou d'un retailer qui a dans un PSP, une néobanque ou autre. En fait, c'est comment en fait changer ses propres processus, adopter sa technologie et puis gérer cette fameuse courbe. En fait, au début, on pense que ça va être génial, hyper simple. Puis à la fin, on se dit ça va être très très dur, on va pas y arriver. Puis à la fin, on arrive sur un truc. Bon, c'est pas facile, mais on fait des sacrées économies. Et là, on est un peu au milieu du gué, quoi. Aujourd'hui,
Voilà, c'est un peu ça, je dirais, le phénomène que je vois aujourd'hui au Village Paris, d'hybridation de ces deux mondes et le potentiel assez énorme. En conclusion, hein, allez-y, un côté paiement. Il y a un potentiel énorme, par contre, ça ne va pas être simple. Mais par contre, les premiers qui y seront, ils vont quand même tirer leur marron du feu, quand même, je pense. Pour appuyer ton propos, il faut savoir qu'en France, il y a plus de 1100 acteurs fintech. On a un énorme écosystème français et avec on a eu énormément de levées de fonds l'année dernière. Donc, je suis assez d'accord pour dire qu'il faut être positif et qu'en France, on a quand même des très bonnes choses, notamment à Paris. Alors, Lyra, Christophe, vous parliez de Wero. Du coup, est-ce que ça a marché à votre avis ? Oui, alors tout d'abord, nous, on n'est pas parisiens, désolé. Mais à Toulouse, il y a des belles choses aussi. Donc nous, juste pour conceptualiser, on est un PSP qui travaillons sous notre nom, au nom Lyra, mais aussi beaucoup en marque blanche. Hein. On est la marque blanche de paiement de 4 grands groupes bancaires. Et aussi, l'intérêt, c'est qu'on est présent dans 12 pays dans le monde et dans des pays où il y a pas mal d'initiatives au niveau du paiement, en Amérique latine et en Inde notamment. Donc, ça nous permet, c'est ce qu'on disait, hein, de copier, de voir ce qui se passe autre part. Ces pays ont trouvé des solutions différentes aux nôtres et qui sont pour certaines extrêmement intéressantes. Je pense que j'en reparlerai un peu. Donc Wero, pour revenir à ta question, Sophia, Wero, oui, c'est une belle initiative. On parlait de souveraineté tout à l'heure. Oui, c'est un moyen de remettre l'Europe au cœur du paiement, quoique récemment, j'ai entendu qu'on voulait mettre la carte dans Wero, ce qui est à mon avis personnellement un peu une ineptie, puisque de toute façon, on redonne la main dans ce cas-là à des acteurs comme Visa, Mastercard. Mais voilà, il y a toujours en fait cette schizophrénie qui, à la fois, on veut quelque chose de souverain, et d'un autre côté, on dit oui à des avantages momentanés que peuvent donner ces schemes-là, avec des incentives que après de toute façon, on récupère avec des mandates. Voilà, donc on voit que même une initiative qui au départ était européenne, on voit que par des aspects de lobbying, etc., elle ne sera peut-être pas complètement européenne en remettant la carte, dedans. Après, Wero est intéressant pour deux. Là, on a un peu copié quand même, je trouve. Donc, parfois, on copie. C'est intéressant pour deux choses, parce que c'est du account to account. Et donc, compte à compte, hein, entre le compte de votre banque et le compte de la banque du marchand. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment une tendance de fond dans beaucoup de pays. Hein. Là, moi, je reviens d'Inde où on était un petit événement FinTech qui était JFF, où il y avait 100 000 personnes, et le Premier ministre indien et le Premier ministre de UK. Donc, pour montrer à quel point c'est des sujets importants pour des grands pays. Et eux, ils ont lancé aussi quelque chose de account to account qui fait juste 20 milliards de transactions par mois, qui s'appelle UPI, et qui a complètement balayé la carte, hein, puisque quand vous avez 30 transactions par UPI, vous en avez une par carte. Donc, Wero est intéressant pour ça, parce que c'est de l'account to account, c'est du temps réel, ça aussi. Hein, les systèmes de paiement, ils n'étaient pas en temps réel, parce que à l'époque, quand ils ont été conçus, les serveurs ne tenaient pas la charge et les réseaux de communication ne tenaient pas la charge pour que ce soit du paiement en temps réel. Après, ça amène d'autres difficultés, hein, notamment au niveau de la fraude, pour pouvoir voir en temps réel si c'est de la fraude. Et l'autre truc, c'est le QR code. Alors, en Europe, on n'est pas du tout, peut-être sauf en Espagne et en Suisse et en Belgique, pardon, on n'est pas du tout prêt au niveau des systèmes d'acceptation à accepter du QR code, parce que nous, on est plutôt un pays de cartes qui, pour simplifier le process de paiement, avons beaucoup misé sur le NFC, le sans contact. Donc, le QR code, c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, tout le monde a son téléphone sur soi. Donc, bon,
peut faire du NFC, mais on prend tous des photos, des machins, hein, c'est super simple de payer avec un QR code, mais il faut que les systèmes d'acceptation, donc les terminaux de paiement, puissent montrer un QR code. Et nous, en fait, c'est la difficulté dont on s'est aperçu quand on a amené UPI, donc le moyen de paiement indien en Europe. On a commencé en physique avec les galeries Lafayette. Et là, on s'est aperçu de la difficulté d'afficher un QR code sur les points de vente, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore prêt voilà, à ça. Ça va changer avec les terminaux Android. Ça va être beaucoup plus simple. Et après, le pari, c'est, voilà, nous, on est un pays de cartes. Est-ce que l'usager voilà, va s'accaparer le fait de payer avec un QR code? Ok, très bien. Et donc, du coup, toi qui es un peu au centre des paiements, qu'est-ce que tu penses de l'euro numérique? Et je dirais même, qu'est-ce que tu penses de l'euro numérique vis stablecoin privé? Voilà, vaste question. Après, c'est le poids des banques centrales sur les différents acteurs, sur les banques. S'ils ont vraiment un poids fort, s'ils l'imposent, il y a certainement un avenir pour l'euro numérique. Hein. Alors évidemment, les banques ne sont pas pour parce qu'elles sont désintermédiarisées. Bon, elles le sont aussi dans le cash. Hein. Ce n'est pas le seul point où elles sont désintermédiarisées. On leur demande en plus de faire des services gratuits de conversion. Moi, je pense, j'ai entendu pas mal de trucs négatifs. Moi, je pense que c'est quand même un beau projet. Mais il faut une très forte volonté d'État. En fait, voilà, c'est comme partout, s'il n'y a pas une forte volonté d'État. Là, par exemple, j'en parlais avec l'Inde. L'Inde, vous avez UPI, ça a été imposé par l'État. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est l'autoroute. Ils sont sur aussi Digital Rupee qui commence à marcher, mais parce qu'il y a une volonté d'État qui est forte. En Europe, notre gros problème, c'est d'avoir une volonté d'État commune qui soit forte. Mais moi, je pense que oui, il y a un futur pour l'euro numérique. Ensuite, versus stablecoin qui sont faits par des acteurs privés, c'est là où on voit ces régulateurs, entre guillemets, contre marketing. Voilà, qui gagnera. Et en fait, le régulateur, il ne peut que gagner si il utilise sa force de régulation de manière forte. Mais au final, si on regarde les deux, je sais pas, je pense que l'euro numérique sera moins cher que les stablecoins. Voilà. Et puis en plus, nous, on a des monnaies qui ne fluctuent pas beaucoup. Peut-être que dans certains pays où les monnaies fluctuent, ça a plus d'importance de faire du stablecoin. Emmanuel, est-ce que tu as envie, vu notre expérience commune chez Lug, de parler peut-être du stablecoin privé? Alors, j'ai plutôt en parler sous l'angle du village. En fait, ce qui est intéressant quand on est à côté d'entrepreneurs, c'est qu'on se rend compte que entre des contextes stratégiques, on se dit, tiens, tel piste va marcher mieux que d'autres. Il y a aussi un autre levier, c'est la capacité d'exécution entre deux équipes qui peuvent être un facteur explicatif, mais 1 fois 1000. Donc, je renverrai la balle un peu au milieu de façon extrêmement présente en disant, tout va dépendre, à mon avis, tout va dépendre de l'équipe, on va dire, institutionnelle VS privée. Le meilleur gagnera. Et alors, certains partent avec des cartes effectivement plus que d'autres, mais aujourd'hui, il y a quand même des initiatives privées qui marchent beaucoup mieux que le public. Donc, je pense qu'il y a le facteur X de l'équipe derrière. Voilà. Et du coup, je vais passer à Jérémy. Jérémy, si tu peux un peu expliquer ce qu'est l'IBO et à ton avis, à terme, jusqu'où peut-on aller dans l'autonomie des paiements? Merci. Oui, l'IBO, pour contextualiser, c'est une fintech, c'est un logiciel qui s'adresse aux PME et on leur propose une solution qui leur permet de gérer leur cycle d'achat, donc de la réception de la facture jusqu'à leur règlement. Et donc, ça implique quoi? Ça implique le rapprochement avec le bon de commande, la validation en équipe et l'exécution du paiement. Et la question jusqu'où on peut aller en termes d'automatisation du paiement, notamment avec les agents IA.
Pour contextualiser, aujourd'hui, on peut déjà aller très loin dans l'automatisation des paiements grâce à des règles. Avant même les agents IA, on peut dire je veux exécuter un paiement automatiquement avec peut-être ma validation, ou je veux mettre la règle que si X, je fais ça, ça existe. La différence et la nouveauté avec les agents IA, c'est qu'on va déléguer cette capacité à quelqu'un qui va réfléchir et qui va contextualiser. Donc, ce n'est pas si A, je fais B, c'est je te mets de la donnée, je te donne quelques guidelines et je vais te permettre de faire ça. La question, c'est plutôt, c'est pas jusqu'où on peut, parce que techniquement, on peut tout faire. C'est doit-on, est-ce qu'on doit laisser un agent IA effectuer toutes les tâches dont on a besoin? Moi, personnellement, quand je parle à mes clients, ce n'est pas ce dont ils ont besoin, ce n'est pas ce dont ils ont envie. Ils n'ont pas envie qu'on fasse tout pour eux. Ils n'ont pas envie de dire « je vais laisser un agent IA payer ma facture de 500 000 € que je dois à ce fournisseur à qui j'ai acheté ». Par contre, ce dont ils ont envie, c'est la productivité que va amener les agents IA, c'est-à-dire le gain de temps en optimisant le volume de j'ai 50 factures à payer. Je veux que mon agent me dise, voilà, ces 3 factures, elles sont importantes, je les ai préparées, je les ai rapprochées avec le bon de commande, tu peux les régler. Celles-là, tu n'as même pas à les regarder parce qu'elles sont mineures, j'ai fait tous les contrôles, tu peux appuyer. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que je veux que l'agent IA fasse et ce que les clients veulent, c'est toute la préparation et me rassurer sur le fait qu'il y a eu tous les contrôles. Et moi, je veux quand même garder la capacité d'appuyer sur le bouton. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait la maturité, peut-être technique potentiellement, mais psychologique pour déléguer complètement le paiement aux agents. Très clair. Mais du coup, pour les agents IA, aux États-Unis, ça a commencé déjà. Mastercard a fait un partenariat avec OpenAI. On va parler un peu Europe versus États-Unis versus Asie, vu que vous revenez notamment d'Inde, Christophe. Comment est-ce que vous voyez justement, est-ce que vous pensez qu'on a un atout ou pas en Europe concernant les paiements, ou est-ce qu'on va réussir à récupérer ou en tout cas à être dans la même course que les Américains? Comment est-ce que vous voyez justement ces relations? C'est moi qui réponds. Okay. Bon, aujourd'hui, bon, peut-être avec une exception, mais c'est quand même des fonds américains qui sont quand même pas mal dedans. Les grands acteurs de l'IA sont quand même des sociétés américaines, et par nature, les sociétés américaines font plutôt des partenariats avec d'autres sociétés américaines. Là, on voit avec Mastercard qui a fait un partenariat avec OpenAI. Stripe a aussi annoncé qu'il s'était interfacé avec ChatGPT. Bon, après, ce n'est pas les seuls, hein, disons, tout le monde est en train de l'annoncer. Alors, sur des gros marchés où en fait les acteurs américains ne sont pas obligatoirement très présents, il y a des portes qui sont ouvertes. Là, quand j'étais à GFF, Razorpay a aussi annoncé qu'il venait de s'interfacer pour UPI avec ChatGPT. Après, voilà, ça va être nous, notre agilité en tant que société française à s'interfacer avec ces robots agentiques pour être dans le cœur du réacteur. Mais c'est pas quelque chose voilà, c'est pas quelque chose de simple. On a peut-être une carte à jouer avec, en effet, avec Mistral. Mais voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une compétition avec des acteurs qui sont hyper importants. Où nous, si on regarde dans le monde du retail, il y a aussi des très gros comme Amazon qui ont leurs propres robots et qui vont essayer de capter encore de plus en plus de ventes grâce à ces robots contre des sites européens. Hein. Donc oui, on est vraiment dans une guerre face à des géants qui est loin d'être simple. Il faut être aussi réaliste. Et à ce moment-là, oui, Emmanuel? Non, non, mais je voulais compléter en fait,
Et si on regarde sur une notion de création de valeur, c'est un mot un peu théorique, de chiffre d'affaires additionnel de ce secteur de l'IA dans le domaine du paiement et la gestion des opérations, pour être très précis. En fait, je pense qu'il y a 3 buckets vraiment différents. Il y a un premier bucket, il y a ceux qui ont créé des larges modèles et qui sont un peu les pelles des chercheurs d'or, quoi. C'est ceux qui vendent les pelles. Bon, là, c'est pas gagné, c'est que les Américains ont pris beaucoup d'avance, même si la recherche française est très très pointue en la matière, etc. Voilà, mais un peu de la manière où Oracle avait emporté la mise sur les GPD relationnels dans les années 90, etc. Après, il y a un second bucket, c'est ceux qui en fait vont développer les mécaniques les règles de gestion et l'espèce d'AGL, d'utilisation des logiciels qu'on va mettre à disposition d'un CEO, soit d'une fintech, soit d'une entreprise utilisatrice finale. Et là, je pense qu'on a toutes nos chances pour le faire, parce qu'en fait, en France, on est les seuls à capter vraiment ce que c'est qu'il y a. On forme les meilleurs ingénieurs. Et en plus, on a un écosystème entrepreneurial qui est super développé. Et un Libéo, s'il voit de l'argent, il va vite comprendre comment... si toi, tu trouves un moyen d'optimiser tes propres opérations, assez vite, tu iras voir ton commercial pour le vendre à des retailers ou à des etc. Et puis, il y a la dernière couche qui est au-dessus, c'est celle qui est pour l'utilisateur final, qui lui ne comprend rien à l'IA, il se connecte et ça fait un truc. Et là, quand même, je pense qu'il y a un morceau qui est quand même intéressant à aller chercher. Je fais une mini parenthèse pas trop longue, mais en fait, on parle de quoi? En fait, on parle de la gestion des paiements en 2025. Moi, j'ai commencé à travailler en 2022. En 2002, pardon. Donc, je pense être un petit peu vieux, vous voyez. En 2002, la gestion des opérations, je travaillais pour KPMG à l'époque. J'ai fait une mission pour un back-office paiement. C'était sur 100, on va dire 100 personnes dans la banque. 90 remplissaient des fichiers et lançaient des opérations. Et puis, peut-être 10 traitaient les anomalies, quoi. C'est ça la proportion. Maintenant, si on va chez l'IRA, si on va chez Libéo, 99,9% des paiements passent sans même qu'on les regarde. Et les ops des paiements, c'est gérer les cas tordus relous que personne ne comprend, parce que les paiements, c'est quand même un truc, je veux dire, il faut une thèse pour comprendre tous les paiements, quoi. Et donc, en fait, à la fin, je pense qu'il y a, dans la dernière couche, il y a un vrai sujet de comment faciliter la compréhension des cas hyper compliqués, etc., et le rendre simple à l'utilisateur final. Et ça a beaucoup de valeur. Parce que le DAF d'une PME au fin fond de l'Ariège, quelquefois, il tombe sur des cas de figure où l'émetteur, il est en Hongrie, le machin, on ne sait pas trop, etc. Et là, je pense qu'on a de quoi créer de la valeur beaucoup avec notre patrimoine entrepreneurial. Hein. Voilà. Donc, voilà, il y a 3 buckets différents. La remarque de Christophe, c'était plutôt sur la première, mais je pense que dans les 2 autres buckets, il y a beaucoup d'argent, y compris côté PSP. Je pense qu'il y a pas mal de choses d'argent à aller chercher, quoi. C'est clair que côté paiement, il y a beaucoup d'optimisation. Donc, en fait, nous, on est un marché de nombres. C'est des grands nombres. Et en fait, on gagne un tout petit peu sur chaque transaction. Mais si on dépense moins, on gagne. Surtout que chez nous, on développe tout en interne. Donc là, on va gagner, c'est au niveau fraude. Tous les modèles d'intelligence artificielle au niveau fraude, ils sont très intéressants. Aussi, il y a un gros, entre guillemets, pain point, c'est l'intégration pour le marchand. Mais si en effet, même si nous, on a énormément travaillé sur la documentation, mais avec l'intelligence artificielle, on peut quand même énormément faciliter l'accès à l'intégration pour le marchand. Et puis après, toutes les opérations aussi qui, sur des patterns, peuvent nous faire gagner beaucoup d'argent, et aussi à tous nos partenaires, parce que nous, on travaille beaucoup avec des éditeurs, et en fait, c'est en mettant des patterns communs, où aussi on va gagner beaucoup d'argent en simplifiant le paiement, mais tout ce qu'il y a autour du paiement. Ce que vous faites, je pense, aussi chez Libéo. Mais du coup, merci beaucoup. Et du coup, pour ces... Je vais parler là de réglementation. Donc, ma question sera pour Jérémy qui hausse les sourcils et Emmanuel. Donc, Jérémy, Emmanuel, tu as énormément de startups, comme tu le disais. Est-ce que vous trouvez que c'est un atout pour notamment développer certains business models? On va parler de FIDA avec l'Open Finance. Ou est-ce que vous considérez que c'est vraiment un frein et donc ça nuit à notre compétitivité par rapport à d'autres régions dont on a parlé?
Mon sentiment, ça c'est plus en tant qu'entrepreneur Ouais. qui voit des réglementations arriver un petit peu tous les ans ou 2 fois par an assez soudainement. Je ne sais pas si c'est un atout, en tout cas je ne le perçois pas comme tel. C'est souvent un coût parce que pour des petites entreprises qui sont en train de se développer, aller appréhender la complexité d'une réglementation européenne alors qu'on n'a pas de service légal, alors qu'on n'a pas forcément ces compétences en interne. Donc, on va aller chercher, au lieu d'innover, de se développer, on va avoir des coûts assez chers de compréhension, ensuite de mise en place. Donc, la perception, en tout cas, initiale, c'est plutôt un frein et que j'aurais préféré dépenser mon argent sur la création de valeur, le développement d'une nouvelle fonctionnalité. Maintenant, ma conviction un petit peu plus générale, c'est que ce frein court terme crée un cadre rassurant pour le consommateur, pour l'entreprise qui va utiliser les logiciels tels que les nôtres, à moyen terme, à long terme, parce qu'elle sait qu'il y a ce cadre européen rassurant qui prend soin de l'ensemble des parties pour mettre le dispositif légal le plus sûr possible. C'est un petit peu comme le bio, ça prend plus de temps à produire, c'est plus cher, mais dans 10 ans, peut-être que tout le monde mangera du bio. Pas encore aujourd'hui. Donc, la contrainte, aujourd'hui, elle est forte, mais c'est peut-être le sens de l'histoire. Emmanuel? Oui, alors, comme j'appelle Emmanuel, je vais faire du en même temps. Je profite parce que c'est plus trop à la mode et bientôt, je pourrai plus faire la blague. Mais, donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en même temps, de mon expérience d'une bonne dizaine d'années en FinTech, en fait, les plus belles FinTech viennent de la capacité à hacker en parfaite conformité avec la loi, souvent, des règles qui sont imposées au secteur de façon plus maligne qu'un acteur établi, qui en fait, mine de rien, mettent dans la même salle un marketeur et un conformiste, ça met 2 semaines avant une réunion. Et puis avec des arbitrages compliqués dans une roadmap et une capacité de commercialisation qui est plutôt en année qu'en sprint de 2 semaines. Et donc, je pense que dès que je vois un entrepreneur en général, pas forcément dans la FinTech, où en fait il y a un tsunami réglementaire, je trouve que ça sent bon en général. Ça sent bon parce qu'en fait, il va être capable de trouver de façon hyper astucieuse une manière de répondre à la problématique. Alors, je vais prendre un exemple un peu illustratif, mais que j'ai vécu, la gestion de la fraude sur une banque en ligne, l'arnaque à la usurpation d'identité. Un sujet quand même au cœur de vos 2 métiers, etc. Je me rappelle un cas, et je ne vais pas citer les noms des startups qui m'ont aidé à résoudre le problème, mais je travaillais pour une grande banque à l'époque. En développant tous les patterns de fraude qu'on voyait, qu'on les codait en dur, etc. En fait, chroniquement, on avait toujours 6 mois de retard par rapport aux fraudeurs et on avait 5-6 millions d'euros de risque opérationnel dans les livres, tous les ans. Et puis un jour, il y a le machine learning, un système expert qui est arrivé, qui a analysé les données de navigation sur les sites, qui n'étaient pas du tout utilisées pour la fraude, c'est utilisé par les marketeurs pour voir les parcours clients qui marchaient les uns mieux que les autres. On a hacké le truc. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les réglementations imposent des modèles, et en fait, grâce à l'IA, si on revient au sujet, on a trouvé un moyen de le faire beaucoup plus vite. Donc, très bien, FIDA, etc. Moi, je pense que ça vaut le coup que tu vous bloquez entre CEO et CMO, des petits slots de 2 heures par mois, et puis regardez tout le texte réglementaire. Alors, faire gaffe, parce que comme ils arrivent 18 mois en avance, vous avez le temps, hein, donc il faut le faire à 2 mois avant, ou même 3 semaines avant, parce qu'avant, ça ne sert à rien, il faut laisser les gens se battre sur les dispositions, etc. Là, c'est un temps infini. Et je trouve qu'il y a le nombre de startups dans le paiement qui ont réussi à tirer leur marron du feu, et les premiers étant quand même les PSP, quand même. Je pense dans l'histoire, les PSP, aussi les banques de services, grosso modo, les BNPL aussi, c'est que ça. À la fin, donc voilà, je trouve qu'il y a de la valeur à aller chercher, mais avec discernement et avec un angle business. Ouais. Voilà. Oui, je suis d'accord, et ça crée aussi un cadre réglementaire assez sécure pour les investisseurs.
On l'a vu au moment où il y a eu une grosse panique aux États-Unis avec la crypto notamment, et où énormément de sociétés sont venues en Europe. Alors, on a un petit peu perdu après l'avancée, mais enfin bon. Alors, peut-être dernière question. Si vous deviez imaginer le paiement en 2030, à quoi ressemblerait-il? Et en même temps, c'est dans pas si longtemps. Donc, Christophe? Le paiement, je dirais, on n'en parlerait plus. En fait, c'est ça le rêve de tout retailer, etc. C'est que le paiement se fasse tellement naturellement que vous n'y pensez plus. Typiquement, voilà, vous êtes dans votre voiture, vous passez les péages, vous ne savez même plus, quoi. Donc voilà, donc le but de tous les retailers, c'est que le paiement soit plus un frein, hein, puisque c'est ce qui abandonne le panier. Donc c'est à nous à faire en sorte que à partir du moment où la personne, elle est comment dire, donc elle veut acheter, je cherche le mot, voilà, que ça se fasse de manière voilà, complètement transparente et qu'elle n'ait même pas à penser au paiement. Et c'est à nous de créer cette expérience d'utilisation. On le voit notamment avec les wallets, hein, c'est déjà un premier pas. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous payé, pas tous, parce que vous n'avez peut-être pas tous obligatoirement les iPhones, mais avec Apple Pay. Mais c'est quand même vachement plus simple de payer avec Apple Pay qu'en faisant du 3DS. Et nous, on le voit sur nos sites, ceux qui ont mis Apple Pay en place, ils ont 10% de plus de taux de conversion. Et je ne prêche pas pour Apple, parce que bon, c'est un modèle aussi voilà, où ils récupèrent pas mal d'argent sur les émetteurs. Mais voilà, quand on regarde l'usage côté client, voilà, ça a fluidifié énormément le paiement. Donc demain, c'est qu'il y ait d'autres moyens de paiement, qui est quelque chose d'aussi fluide, encore plus fluide, et qu'à la fin, voilà, on ne s'aperçoive même plus qu'on a payé pour autant qu'on a été d'accord de payer. Jérémy? Si je reste sur mon angle PME, j'imagine plutôt la direction financière qui exécute notamment les paiements dans 5 ans. Pour moi, c'est une direction financière dont les équipes ont été potentiellement lignifiées, beaucoup plus divisées par 3 peut-être. Une équipe de 5, ce sera peut-être 2 personnes. Une équipe de 2, il n'y aura peut-être qu'une personne, etc. Et j'imagine que le directeur financier, la personne responsable de faire les paiements au sein d'une entreprise, a très peu de tâches manuelles de préparation. Il a des agents spécialisés dans chacune des fonctions nécessaires à la préparation des paiements, la reconnaissance des données, la validation, le rapprochement avec le bon de commande. Il a tous les matins son tableau de bord. On lui a dit que 70% des paiements ont été exécutés automatiquement parce que c'était des montants dont on a l'habitude, avec des montants pas importants. Il n'a rien fait. On lui dit qu'ils ont été faits. Sur les plus gros, sur ceux qui sont tricky, comme tu disais, ceux qui ont besoin d'une explication, il a un rapport qui lui met en valeur ces informations et qui lui permet de prendre une décision, et il les valide, et il fait ça en 2 minutes, et il peut passer le reste de son temps à faire des choses qui ont plus de valeur ajoutée que de l'exécution opérationnelle financière. Oui, alors, je pense qu'en 2030, on va y arriver à ce que vous décrivez. Je vois la dynamique, alors peut-être pas partout, sur tout le territoire, sur tous les marchés, etc. Mais donc pour moi, c'est un peu un acquis. En fait, je ne sais pas si c'est une prédiction ou mon rêve, mais je me rappelle au tout début des paiements dans les 2010. Alors je vais faire le père Castor, désolé. Mais en fait, on avait une vision de la fintech et du paiement qui était hyper romantique, un peu révolutionnaire, même franchement révolutionnaire. C'était post-crise 2008-2011, etc. Et en fait, le paiement, c'est un acte d'achat, ça a un sens social. Et ce que j'espère, c'est qu'une fois qu'on aura mis de côté tous les sujets d'opération, et Dieu sait que c'est un sujet, etc., c'est qu'on remette de la bande passante pour que lorsqu'on fasse un paiement, on puisse permettre à l'utilisateur
à celui qui reçoit un paiement, celui qui paie, de remettre du sens social, aider une association, avoir un impact sociétal, etc., qui était la genèse même de cette dynamique entrepreneuriale dans le paiement. Et je pense qu'honnêtement, on peut y arriver. Je vois plein d'initiatives sur la monnaie fléchée, etc. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que veut faire l'Union européenne avec on va dire son stablecoin. Voilà, donc je prédis ça parce que je sens qu'il y a une espèce d'attente énorme de la population de donner du sens à leur approche aux causes qui leur sont chères au quotidien, et mieux que le paiement pour le faire au quotidien, quoi. Merci beaucoup à vous trois pour nos précieux échanges. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour. Avant tout, merci à Sophia pour l'organisation de l'événement et à tous les orateurs par vos interventions. C'était très intéressant. Une curiosité par rapport à France. Est-ce que dans le secteur des paiements, vous voyez des opportunités pour l'intégration des solutions blockchain? Vous avez parlé beaucoup des stablecoins et des difficultés opérationnelles et régulatoires pour complir la législation en vigueur, mais est-ce que vous voyez que dans le futur, les petites entreprises et les startups auront des opportunités pour développer cette partie du secteur? Alors, en fait, de l'expérience qu'on a, et nous on a été les premiers chez Lira à le faire, hein, on a il y a quelque temps intégré des bitcoins, et en fait on a arrêté parce que déjà il n'y avait pas de marché. Ensuite, au niveau compliance, ça nous posait des difficultés. Donc oui, pourquoi pas, mais si c'est un stablecoin ou si c'est un euro numérique ou voilà, quelque chose, parce que voilà, on est quand même dans un marché qui est régulé en Europe. Donc pour un PSP, il doit s'assurer de sa compliance, hein, par rapport à la banque centrale dont il dépend. Donc soit en effet vous allez du côté border, mais c'est un risque. Et voilà, est-ce que vous allez mettre en risque toute votre activité à cause de ce bord de segment. Alors sur ce bord de segment, en effet, vous pouvez faire des marges importantes, donc c'est le choix de certains acteurs. Mais bon, nous chez Lira, il y a quand même un site sur 3 en France qui passe par chez nous. Donc est-ce qu'on va se mettre en risque pour accepter des choses au niveau de la régulation, c'est border? Non, nous, on ne fait pas ce choix-là. Mais après, d'autres acteurs peuvent le faire, hein. Après, c'est une question de choix. Donc, nous, on attend que les choses soient normalisées, soient, entre guillemets, compliant pour y aller. Moi, je vais répondre juste sur un côté très opérationnel. Pour qu'il y ait un market fit pour les stablecoins, il faut que tout le monde ait des wallets. Donc ça, c'est vraiment opérationnel. On n'est plus dans la réglementation, on n'est plus de... C'est ce que tu disais notamment, Christophe, sur le côté seamless. Et alors, pour ça, il faut qu'il y ait le développement, et ça se fait en ce moment, et ça se fait de plus en plus. Il faut qu'il y ait des acteurs qui développent pour que la mère Michel, comme on dit chez nous, puisse payer via son wallet, que ce ne soit pas hyper compliqué, qu'elle n'ait pas sa clé, etc. Et donc, pour ça, il faut juste le développement du middleman. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ça l'est de plus en plus. En tout cas, en France, on a un écosystème qui le fait de plus en plus, qui a compris en fait cette problématique du middleman et de faire en sorte qu'il y ait des wallets seamless, mais c'est pas encore hyper utilisé. Bonjour, je voudrais juste rebondir à la dernière remarque qu'elle vient de faire sur les wallets. Il y a un projet européen actuellement de wallet d'identité numérique pan-européen qui devait être déployé d'ici 2030. Donc, est-ce que cet élément-là va répondre à cette problématique aussi? Et on pourrait avoir une accélération dans la décennie 2030. C'est l'identité numérique, hein, dont vous parliez, c'est ça? Ouais, alors, c'est une super question, hein, parce qu'en fait, le gros truc qui manque en Europe, c'est l'identité numérique. Parce qu'en fait, le paiement, c'est de la confiance. Donc, c'est soit une banque qui va l'apporter,
C'est soit une plateforme, mais c'est aussi l'identité. C'est-à-dire que si vous êtes sûr de l'identité de la personne qui est en face, la sphère de confiance, elle est complètement différente. Et quand je regarde, par exemple, par rapport à ce qui a été fait voilà, en Inde, aujourd'hui, ils sont à des années-lumière devant nous en Inde sur le numérique public, c'est ce qu'ils appellent le DPI, Digital Public Infrastructure. Et la base de ça, ça a été l'identité numérique, ce qu'ils appellent Aadhaar. C'est-à-dire que chaque Indien, aujourd'hui, a une identité numérique. Avec le paiement, ils ont mis, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, et en fait, ils ont mis des nouveaux modèles qu'on ne peut pas mettre encore en place aujourd'hui en Europe, parce qu'il n'y a pas cette identité numérique. Et ils ont mis en place ce qu'ils appellent l'ONDC, Open Network to Digital Commerce, qui permet de remplacer les plateformes de type Uber, Blablacar ou autres, parce qu'en fait, vous n'avez plus besoin d'un tiers de confiance entre l'acheteur et le payeur, puisque vous avez l'identité numérique, puisque vous savez de façon certaine la personne qui est en face. Alors après, lors de litige, ça peut poser encore des difficultés. Hein. C'est pas, voilà, donc tout modèle, il y a quelques difficultés, mais c'est quand même une révolution par rapport à comment nous, on conçoit le commerce aujourd'hui grâce à l'identité numérique. Et je pense que voilà, si on veut vraiment avancer sur disons, plus vite dans le côté digital, c'est la mise en place de cette identité numérique avec les freins qu'on peut avoir en Europe. Nous, que notre identité numérique soit gérée par l'État, ça peut nous poser problème, ce qui n'est pas obligatoirement le cas dans d'autres pays. Ou par un acteur privé, hein, que ce soit... Mais il faut que ce soit centralisé aussi, parce que nous, déjà en France, on a, je sais pas, 3-4 identités numériques différentes. Donc, c'est plus une identité si vous en avez plusieurs. Une petite question par rapport à la PSD3. Est-ce que Sophia, vous pouvez juste nous faire un petit refresh? Et vous, Jérémy et Christophe, dans vos entreprises, comment vous comptez déployer ou résister ou vous adapter? Alors, PSD3 ne va pas arriver maintenant, donc on a le temps un petit peu. C'est d'ailleurs André, je ne sais pas si André, qui a marqué, qui a pas mal écrit sur PSD3 sur le sujet. PSD3 va nous permettre en tout cas de mettre un peu d'huile dans les rouages. Donc, va mettre un peu d'huile dans les rouages, notamment sur certains sujets comme l'open banking. Et André, if you want to talk about it. Yeah, sorry that I need to speak in English, but well, yeah, I think that the main purpose of the PSD3, of course, there are other about consumer protection and all of that. Yeah. That's interesting, but I think it's not the scope today. I think that European Commission recognizes that open banking in Europe did not work as expected. So the regulation, of course, that like PSD in general, and now PSD3 even more, is trying to force competition and open the market by regulating, right? So creating regulation to open the market. So this is a new wave in that philosophy that like European regulators need to create competition by force. And I think that's the main challenge of PSD3 and the main, I think that is the main point in PSD3 that could really help creating a real European payments market. Of course, that in other jurisdictions, like in the US, usually the regulator tries to regulate what the market creates, right? So the market is pushing for competition, then the regulator makes the intervention that is required according to the political assessment. Here in Europe, I think PSD3 and PSR, and I think in the open banking is trying to push for more openness into the payment system. Sharing of data is also really, really important within PSD3 and other regulations that will be also enforced. It also
opens the possibility to a certain monetization of the payment data, which is important to create the right incentives for the players to build effective APIs, for example. So I think that's the main point of PSD3. Oui, donc ce qu'on se dit, c'est que l'Europe a décidé, lorsqu'elle a voulu réglementer les paiements, de réglementer via des directives. Pour qu'il y ait quand on réglemente via des directives, il faut qu'il y ait une transposition. Et s'il y a une transposition, à ce moment-là, on risque d'avoir également des spécificités locales. Le but avec PSD3 et PSR, c'est également de réglementer via des réglementations, des règlements qui, eux, sont d'application directe. Donc PSD3 va parler notamment de l'open banking, il va parler des SCA, il va parler également de la fraude, des fraudes mécanismes, il va parler également de l'IBAN. Le but est, enfin, comme l'a dit très, très justement André, et d'arriver à faire en sorte qu'on ait une vraie réglementation européenne, qu'on pallie un peu à toutes ces spécificités locales. Et donc, sur tous les points ou sur tous les grains de sable qu'on avait dans les rouages, que ce soit pour l'open banking, que ce soit pour le SCA, que ce soit pour tous ces petits grains de sable, on va essayer d'uniformiser. Par rapport à la question, par rapport aux opérateurs de paiement, déjà, il y a quelque chose qui est bien, en tous les cas sur le papier, c'est la mise en commun de données pour lutter contre la fraude, puisque c'est quand même un de nos principaux point de grain de sable, la lutte contre la fraude, pour reprendre tes mots. Et il y a aussi sur l'authentification, où on va avoir plus de souplesse, et je dirais que ce soit régulé un peu partout pareil aussi cette notion, et qui est assez difficile pour des PSP, c'est-à-dire que suivant le pays, suivant où vous avez eu votre agrément, les règles ne sont pas les mêmes. Donc, c'est bien de faire de la compétition, mais si vous n'avez pas les mêmes règles, c'est compliqué. Et nous, par exemple, chez l'IRA, on a pris notre agrément en France. Forcément, en France, c'est un des régulateurs les plus compliqués. Quand vous avez des sociétés américaines pour être présentes en France, qui l'ont pris au Luxembourg ou à Malte ou à Chypre, forcément, vous ne jouez pas avec les mêmes règles, donc c'est compliqué, parce qu'après, évidemment, c'est une question de coût. C'est-à-dire, plus vous mettez de règles en place, plus elles ont un coût important. Et puis sur l'open banking, en effet, mais ça aussi, ça va permettre de régler, de lisser la fraude, parce que, en effet, le fait d'avoir accès au compte plus facilement à l'IBAN, il y a quand même beaucoup de fraude sur le SDD, le SCT, on commence aussi à en voir. Donc, ça aussi, ça va permettre de limiter la fraude. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Bonjour, Elias Ganem de Capgemini. Vous avez parlé de UPI qui est génial. Aadhaar a construit UPI. Même chose au Brésil. Pix est arrivé. En fait, l'avantage de UPI et de Pix, enfin le principal business case, c'était la financial inclusion. Ramener toutes les populations qui ne sont pas aujourd'hui bancarisées. L'Europe est extrêmement bancarisée. À la marge, ne l'est pas. On a Wero. Wero serait le Pix, Wero et Europa d'ailleurs, qui un jour, un autre finiront par se retrouver. Donc, on aurait ce Pix, on aurait ce UPI, mais on n'a pas le même problème de la financial inclusion. Si je pousse encore le trait au Brésil, on a Open Finance qui est devenu une réalité aujourd'hui, où en plus du compte bancaire, j'ai accès à l'assurance et ça marche. Et donc, c'est un cercle vertueux. En Europe, on n'est pas là. Et puis, pour finaliser, on a deux banques centrales extrêmement opérationnelles, extrêmement hands-on et extrêmement uniques. En fait, c'est le Brésil d'un côté et c'est l'Inde de l'autre. On a en Europe N banques centrales et une banque centrale européenne. Qu'est-ce qui ferait que Wero, Europa devienne un succès à la Pix et à la UPI? Alors, si on regarde, je suis d'accord avec vous, un
un des moteurs de UPI, c'était, mais qui a commencé à crouper avant, c'est l'accès à la bancarisation et qui a même commencé avec des paiements avec ADA, où on pouvait payer avec son empreinte digitale. Mais je dirais que la financial inclusion, maintenant, elle est un peu derrière. Là, hein. Ça y est, c'est fini. Ils ont bancarisé, je ne sais plus, 900 millions d'habitants. Donc, il en reste, mais plus tant que ça, parce que vous avez tous les mineurs. Hein, donc, je dirais qu'elle est un peu derrière eux. Donc, nous, si on veut réussir, il y a eu aussi un des succès de UPI, et je pense que Pix, c'est aussi la même chose, c'est le faible coût, voire gratuit, hein, pour UPI. En fait, c'est gratuit pour l'acheteur, gratuit pour le marchand. Donc pour les PSP, imaginez, c'est très dur de vivre. Hein. Comment vous vivez sur un truc gratuit. Pour l'État, ça va, parce qu'eux, ils ont récupéré les taxes. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous convertissez d'une économie de cash, c'est de la TVA supplémentaire. Alors, bon, il y en a quand même qui passent en TVA, hein, dans le cash, mais c'est quand même de la TVA supplémentaire. Donc l'État, il gagne. C'est pour ça qu'on a tant d'initiatives au niveau du numérique, parce que c'est quand même un provider de taxes en première compte. Et vu que nos États en ce moment ont quelques déficits, vous pouvez comprendre qu'ils sont intéressés par le numérique. Donc voilà, ça a été le succès. L'autre succès, c'est quelque chose d'universel. Et c'est-à-dire que UPI, c'est une autoroute, okay, comme pourrait être Wero, et après, vous mettez le wallet que vous voulez, le wallet de Google, le wallet de votre banque, etc., et ça marche. Alors que là, sur l'expérience Wero, le truc qui est bien, c'est que ça va être fait par la banque, etc. Donc tout le monde va avoir quand même assez facilement un wallet. En France, on a aussi, on hérite de Pélib, donc on a, parce qu'un wallet, on le disait tout à l'heure, oui, il faut qu'il y ait un wallet, mais le plus difficile dans un wallet, c'est d'enrôler les utilisateurs. Ça, c'est le truc le plus compliqué dans un wallet. Vous pouvez avoir un super wallet, mais si les gens ne se sont pas inscrits, ne l'ont pas et ne l'utilisent pas, c'est mort. Donc là, au moins en France, on a cette chance avec Pélib d'avoir toute une base utilisateur qui est importante, mais ce n'est pas le cas en Europe. Là, ça s'est lancé en Allemagne. En Allemagne, les difficultés, c'est qu'il y a peu de gens qui ont le wallet. Donc déjà, comme on le disait, comme Sophia le disait, c'est d'avoir un wallet dans lequel il y aura Wero ou peut-être d'autres choses, mais d'avoir déjà ce wallet et qu'il soit utilisé. Et c'est ça qui fera le succès ou pas de Wero. Et si en effet, pour le marchand, ça lui coûte beaucoup moins cher, c'est tout intérêt. Mais après, si on met la carte dans Wero, je ne vois pas comment ça va coûter moins cher. Ça, c'est une réflexion bête. Moi, le seul point, et c'est peut-être la dernière réflexion qu'on va faire, parce que José me regarde avec des grands yeux, mais c'est qu'en fait, la difficulté, à la différence de Pix, de UPI, etc., c'est que nous, on est sur plusieurs pays et plusieurs cultures du paiement. Et c'est pas la même chose. Enfin, l'espagnol ne paye pas comme le français, comme on l'a vu, ne paye pas comme l'allemand, etc. On n'a pas du tout la même vision culturelle du paiement. Et je pense que ça, c'est une des plus grosses difficultés pour Wero. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à nos intervenants pour ces échanges sur les évolutions du paiement en Europe. Une dernière annonce, nous avons l'Investment Day le 21 octobre à la CDC. Pour vous inscrire, tous les liens sont sur notre site web Finance Innovation. Merci encore et à bientôt. Au revoir.